19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Nouvelle série de frappes sionistes sur le Liban au lendemain de l'annonce de la tombée en martyr du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Bilan 28 martyrs et 30 blessés. Le comité d'urgence du gouvernement libanais se réunit ce dimanche à Beyrouth. Le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, dit ne pas avoir d'autre choix que l'option diplomatique. Génocide à Raza, les forces d'occupation sionistes ciblent une école à Beit Lahia et font plusieurs martyrs et blessés. Le secrétariat national du Front Polisario met en garde contre la négligence des pratiques du régime d'occupation marocain au niveau de l'Union africaine. Les États-Unis frappés de plein fouet par l'ouragan Hélène avec des vents à 225 km/h, l'ouragan a fait au moins 63 morts. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'actualité de ce dimanche marquée par une nouvelle série de frappes sionistes sur le Liban au lendemain de l'annonce de la tombée en martyr du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Une quinzaine d'avions de combat sionistes ont effectué des raids sur près de 27 villes et villages en plein cœur du sud Liban et dans les régions de Baalbek et de Hermel dans l'est. Des raids qui ont coûté la vie à au moins 28 personnes et qui en ont blessé 30 autres. Au total, plus de 700 Libanais sont tombés en martyrs et près de 2200 autres ont été blessés depuis lundi. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que l'agression sioniste contre le Liban avait entraîné samedi la mort de 33 personnes et fait 195 blessés. L'occupation sioniste continue de lancer des raids sur plusieurs villes et villages du pays, notamment la banlieue sud et la zone industrielle située à 500 mètres du bâtiment de l'aéroport Rafiq Hariri de la capitale Beyrouth, en plus de zones situées à la frontière libano-syrienne. Et au moins 14 membres du personnel médical sont également tombés en martyr durant les dernières 48 heures dans les séries de frappes aériennes sionistes visant des établissements de santé dans les villages de Taïbé et de Der Serian, dans le district de Marjeyoun, au sud du Liban, rapportent des médias locaux. Quatre sauveteurs du groupe Scout Risala, affilié au parti Amal, allié du Hezbollah, ont été inhumés ce dimanche dans leur ville dans le sud du Liban, à l'est de Tyr. Un jour après que le Hezbollah ait confirmé la tombée en martyr de son chef Hassan Nasrallah, le Premier ministre libanais Najib Mikati a présidé ce dimanche une réunion du comité d'urgence du gouvernement, une réunion lors de laquelle le gouvernement libanais s'est concentré sur le problème sécuritaire et les conditions de vie des nombreux déplacés. Près d'1 million de personnes pourraient avoir été déplacées par les frappes sionistes sur le Liban. Il s'agit du plus grand déplacement de population de l'histoire du pays, affirme le Premier ministre libanais Najib Mikati lors d'une conférence de presse. Il y a 778 abris abritant 118 000 personnes.
comme enregistré vendredi soir, à qui nous fournissons des produits de première nécessité. Mais on estime que le nombre de personnes déplacées est bien plus élevé que ce record. Il pourrait atteindre 1 million. Il faut aussi prendre en compte l'afflux massif en provenance du sud, de la banlieue sud de Beyrouth et de la Bekaa en quelques heures. Najib Mikati dit ne pas avoir d'autre choix que l'option diplomatique. Nous n'hésiterons pas un instant à poursuivre le rôle de la diplomatie et nous n'avons pas d'autre choix que l'option diplomatique. Si vous remarquez que depuis le début de la guerre, nous avons dit que le gouvernement s'était engagé à mettre en œuvre pleinement la résolution 1701 et j'ai également mentionné cela dans mon discours au Conseil de sécurité et tous les Libanais confirment cette question car nous avons dit que peu importe l'ampleur de la guerre et peu importe ce qui se passera, nous devrons revenir à la résolution 1701. Par conséquent, épargnons le sang versé et mettons en œuvre l'accord. Sachez également que le Programme alimentaire mondial a lancé une opération d'urgence pour fournir une aide alimentaire à 1 million de personnes affectées par la récente escalade sioniste au Liban. L'agence onusienne appelle par ailleurs la communauté internationale à contribuer à hauteur de 105 millions de dollars pour permettre au PAM de financer ces opérations jusqu'à la fin de l'année. Le Liban se trouve aujourd'hui à un point de rupture et ne peut pas supporter une autre guerre, a jugé pour sa part Corinne Fleischer, directrice régionale du PAM pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est. Sur les routes menant en montagne au-dessus de la capitale libanaise, des milliers de personnes effectuent un exode à pied tôt le matin. Plus de 120 000 personnes ont ainsi fui leur foyer depuis lundi. Des centaines de familles déplacées dorment dans des espaces publics à Beyrouth. Amel Amaziane Zitouni. Des centaines de familles déplacées sur les places publiques, sur les plages ou dans leurs voitures dans le centre-ville de Beyrouth. Un endroit jusqu'ici épargné par les bombardements sionistes. Les abris installés dans les écoles étant débordés, ces déplacés n'ont trouvé aucun refuge. Pour de nombreux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, aussi bien les Libanais qui avaient vécu la guerre d'un mois entre l'entité sioniste et le Hezbollah en 2006, que les Syriens qui avaient fui la guerre dans leur propre pays, l'évacuation était déconcertante. Fatima Ziada, une réfugiée syrienne d'Idlib, a dormi sur la plage publique de Ramlat al-Baïda à Beyrouth avec sa famille, après avoir fui Dahyab à moto alors que les frappes étaient au-dessus d'elle. Je suis diabétique, je n'ai pas pu sortir pour aller chercher mes enfants ni marcher. Je criais pendant que les frappes étaient au-dessus de nous. Nous voulons juste un endroit sûr. Nous n'avons pas besoin de vêtements, pas d'aide, ni de nourriture ou de boissons. Nous voulons juste un endroit sûr pour que nos enfants n'aient pas peur. Nous avons fui la guerre syrienne en 2010 et 2011. Pour le bien des enfants, nous sommes venus ici et maintenant, la même chose se reproduit. Basset Hussein est un autre réfugié syrien. Lui et sa famille se retrouvent dans la rue. Nous étions assis chez nous en sécurité au nom de Dieu et aujourd'hui nous avons appris que la route de l'aéroport avait été bombardée. Lorsque le bombardement a eu lieu, mes enfants ont commencé à pleurer. Nous avons été obligés de quitter nos maisons. Nous sommes sortis et sommes venus ici. Depuis lundi, les autorités libanaises affirment que 22 331 Syriens présents au Liban ont traversé la frontière vers la Syrie, ainsi que 22 117 Libanais. Les Libanais se déplacent d'un endroit à un autre vers un avenir incertain. Au lendemain de la plus importante frappe sioniste qui a touché le Liban, l'heure est au constat des dégâts. La banlieue sud de Beyrouth a été lourdement touchée. Il ne reste plus rien du site où est tombé en martyr Hassan Nasrallah.
On reste au Liban. Des manifestants du Parti démocratique populaire se sont rassemblés dans les rues de la vieille ville de Saïda, dans le sud du Liban, pour dénoncer l'assassinat odieux de Hassan Nasrallah. Les manifestants tenaient, comme vous le voyez à l'écran, des portraits du chef du Hezbollah et scandaient des slogans en soutien au mouvement libanais. Nous avons organisé rapidement cette manifestation afin de montrer notre fidélité au symbole de la résistance et à son chef, le martyr. C'est une manifestation de fidélité et de loyauté pour remercier la résistance pour ce qu'elle a offert. Il s'agit d'un rassemblement symbolique pour le leader de la résistance et les martyrs. Nous essaierons de continuer à marcher sur son chemin pour que la résistance gagne. Nous sommes fiers d'avoir construit avec ce personnage important qu'est Seyyed Hassan Nasrallah cet arsenal de missiles que nous avons vu aujourd'hui, malgré toutes les blessures et la douleur, tomber sur l'infrastructure des sionistes. Endeuillés par l'assassinat de Hassan Nasrallah, les Libanais espèrent une solution politique, mais les efforts diplomatiques n'ont pas encore montré de signes de progrès. Si Dieu le veut, il n'y aura que de bonnes choses. Que Dieu protège ce pays et tout le Liban, avec toutes ses communautés, car nous sommes tous une seule communauté. Son martyr a eu un impact sur le monde entier, pas seulement sur le Liban, mais sur tout le monde, les Libanais, les Palestiniens, les Syriens et toutes les nations. Nous prions pour qu'ils trouvent une solution et que nous prenions notre revanche, car le martyr de Seyyed Hassan Nasrallah nous a touchés. Nous espérons que cette guerre prendra fin. Nous voulons vivre en paix, mais pas avec les Juifs, bien sûr. Nous voulons vivre. Si Dieu le veut, cette guerre prendra fin et les gens pourront retourner chez eux. Peur et inquiétude règnent également sur la ville de Tripoli. Les habitants craignent le retour au chaos alors que les raids d'agression sionistes s'intensifient dans la région. Les détails, Nariman Zekar. Sur l'ensemble du territoire libanais, l'annonce de l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, en plus de l'intensification des raids d'agression sioniste contre des zones d'habitation résidentielles à Beyrouth et au sud du pays, ont créé une onde de choc parmi les citoyens. Dans la ville de Tripoli, devenue refuge pour des milliers de Libanais qui ont fui la capitale, le temps paraît suspendu. Les habitants sont partagés entre sentiments de tristesse, de peur et d'inquiétude quant au futur de leur pays. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu ait pitié de lui. C'était une personne respectée et écoutée dans la volonté de Dieu. Mais le pays se dirige vers la destruction et le chaos. Le Liban se retrouve du jour au lendemain au bord du précipice, notamment avec les annonces de la préparation imminente d'une nouvelle opération terrestre de l'armée d'occupation de grande ampleur. Alors que les questions sur le futur successeur de Nasrallah fusent, certains Libanais expriment leur ras-le-bol d'une situation de conflit permanent. Les doyens, eux, ont vécu les pires années du pays, notamment les années 80. Aujourd'hui, ils vivent avec la crainte de retomber dans le chaos. Le pays court à toute vitesse vers la ruine. Nous sommes ici depuis environ 70 ans, depuis la guerre de 1958 jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'avons pas connu un seul jour de bonheur. Où va le pays? Il court vers la destruction. Que Dieu protège ce peuple, le garde en sécurité et apaise son cœur. Oh mon Dieu, par l'amour du prophète, où allons-nous? Nous allons vers le pire. Plongé dans l'inconnu, le pays est comme mis sur pause. Samedi, le gouvernement libanais a décrété 3 jours de deuil national, alors que les appels au calme se multiplient. La population craint le déclenchement d'émeutes alors que plusieurs manifestations pacifiques ont été organisées en hommage au défunt chef du Hezbollah. L'assassinat de Hassan Nasrallah et l'intensification de la campagne d'agression contre le Liban risquent d'entraîner toute la région dans un conflit de haute intensité. À ce propos, l'armée d'occupation a frappé ce dimanche la région de Hams en Syrie et de Hodeida au Yémen. La situation s'embrase. Et ce sont les mêmes scènes de protestation que l'on retrouve du côté de la Cisjordanie occupée. De nombreux manifestants ont investi les rues de Ramallah pour condamner l'assassinat du leader du Hezbollah et appeler à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban.
Nous sommes très choqués, nous sommes très tristes aujourd'hui. Hassan Nasrallah était un très grand dirigeant. C'était un grand dirigeant et nous sommes très tristes. Et nous sommes ici pour dire que ce qui s'est passé est un très grand crime. L'occupation israélienne est entrée au Liban et a tué des gens. Les Yéménites de Sanaa réagissent eux aussi à l'assassinat du chef du Hezbollah. Ils affirment que cet assassinat n'affaiblira pas le Hezbollah et la résistance. Chaque fois qu'un grand dirigeant nous quitte, des milliers de nouveaux dirigeants apparaissent, déclarent les manifestants. C'est une perte pour le monde arabe et islamique. Quel que soit le succès d'Israël dans cette opération perfide, il perdra si Dieu le veut. Il y a beaucoup de gens comme Hassan Nasrallah dans la résistance. La nouvelle de la mort de Hassan Nasrallah nous a profondément choqués. Nous ne nous attendions pas à ce crime féroce de la part de l'ennemi sioniste. Comme nous les connaissons, ils n'ont ni principe ni valeur depuis longtemps, mais cela n'affaiblira pas le parti. Ses compagnons seront plus sévères et plus vaillants dans la résistance et la vengeance pour Hassan Nasrallah et ceux qui ont été tués avec lui. Nous envoyons un message à l'Amérique et à Israël. Chaque fois qu'un grand dirigeant nous quitte, des milliers de nouveaux dirigeants apparaissent. Nous leur disons que nous ne pouvons pas faiblir ou nous fatiguer et que la réponse arrive, si Dieu le veut. Le chef des Houthis a affirmé de son côté que la tombée en martyr de Hassan Nasrallah, assassiné donc la veille dans une frappe sioniste, ne sera pas vaine. Nous confirmons à notre très cher martyr Hassan Nasrallah et à tous ses compagnons martyrs au Liban et en Palestine que nous resterons stables et patients et que leur sang ne sera pas vain. Et justement, en riposte à l'assassinat de leur allié, les Houthis affirment avoir tiré un missile sur l'aéroport Ben Gourion dans les territoires palestiniens occupés. En réponse aux crimes de l'ennemi sioniste à Gaza et au Liban, la force de missiles des forces armées yéménites a mené une opération visant ce que les Israéliens appellent Ben Gourion, l'aéroport de Jaffa, lors de l'arrivée du criminel Benjamin Netanyahou. L'opération a été menée avec le missile balistique Palestine 2. Les forces armées yéménites, aux côtés du peuple honorable et libre de la nation, continueront à répondre aux crimes de l'ennemi israélien et n'hésiteront pas à élever le niveau d'escalade en réponse aux exigences de l'État en cours et à participer à la défense de Gaza et du Liban. L'Irak aussi rend hommage à Hassan Nasrallah. Les Irakiens se sont rassemblés dans les rues de Bagdad. Des photos du défunt à la main appelant un cessez-le-feu à Gaza, une cessation des hostilités au Liban. Les réactions internationales s'enchaînent suite à cet assassinat. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a exprimé sa pleine solidarité avec le mouvement libanais et condamné ce crime abject lors d'une émission télévisée nationale. Y hoy se dio a conocer el asesinato. Et aujourd'hui, on a annoncé l'assassinat d'un leader du monde musulman des nations arabes, Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah. Je tiens à exprimer au nom du bloc révolutionnaire historique et des forces bolivariennes du Venezuela notre solidarité avec le Hezbollah, avec sa famille, avec le peuple libanais et à condamner ce crime. La solidaridad con Hezbollah, con su familia, con el pueblo del Líbano. Nicolás Maduro a appelé le monde arabe à faire entendre sa voix en solidarité avec le peuple libanais et palestinien. L'attaque a été ordonnée depuis le siège de l'ONU à New York, tandis que les lâches du monde restent silencieux. Mais les peuples rebelles ne se tairont pas. C'est pourquoi j'appelle les peuples du monde, les nations musulmanes et les peuples arabes à élever la voix et à manifester leur solidarité avec le peuple palestinien et le peuple libanais.
Voilà concernant l'actualité au Liban, l'actualité de ce dimanche marquée également par la poursuite du génocide sioniste à Gaza. L'armée sioniste poursuit ses massacres dans l'enclave palestinienne. 4 civils palestiniens sont tombés en martyrs et 15 autres ont été blessés lors de nouveaux bombardements de l'occupant ayant ciblé une école dans laquelle se trouvaient des déplacés situés à Beit Lahia. Selon les autorités palestiniennes de la santé, le bilan de l'agression génocidaire en cours depuis près d'un an s'élève à ce jour à 41 595 martyrs et 96 251 blessés. La même source précise qu'au moins 9 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures lors d'une série de massacres sionistes dans l'enclave palestinienne. Et pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, les forces d'occupation poursuivent leur campagne d'arrestation à un rythme sans précédent. Une quarantaine de Palestiniens ont ainsi été arrêtés lors d'un raid et d'une campagne d'assaut qui ont touché diverses zones de la Cisjordanie occupée, ce qui porte le nombre total d'arrestations dans la région à plus de 11 000 depuis le 7 octobre 2023. L'Organisation de libération de la Palestine a révélé dans un rapport publié hier samedi que l'entité sioniste avait approuvé plus de 80 projets de colonisation illégaux en Cisjordanie occupée à Al-Quds Est depuis fin 2022. Le rapport met en évidence une expansion rapide et sans précédent des colonies sur les terres palestiniennes. La communauté internationale, y compris les Nations Unies, considère ces colonies comme illégales au regard du droit international. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Roudaïna, a de son côté déclaré que la région tout entière est entrée dans une nouvelle et dangereuse phase d'instabilité et que la seule solution pour assurer un avenir sûr et stable est de résoudre la question palestinienne d'une manière juste, conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe. Et retour à présent sur le continent pour la suite de cette édition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche un appel téléphonique de l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Mash'al Al-Ahmed à Jabr al-Sabah, lors duquel il lui a réitéré ses félicitations à l'occasion de sa réélection pour un second mandat à la tête du pays. Les deux dirigeants ont évoqué les moyens de consolider les excellentes relations fraternelles entre le Koweït et l'Algérie et procédé à un échange de vues sur les derniers événements dans la région. Le président de la République a accepté l'aimable invitation de son frère, Cheikh Mash'al Al-Ahmed à Jabr al-Sabah, à visiter l'État du Koweït, pays frère, le remerciant de l'intérêt que porte le Koweït aux affaires de la Oumma. Le président Abdelmadjid Tebboune a également reçu ce dimanche la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie, Urška Klakokar Zupancic. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounas Magraman. La présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie a également été reçue par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé l'état des relations
interparlementaire et la volonté des deux parties de les développer, mettant l'accent sur l'importance de la coordination et de la concertation dans le cadre des groupes d'amitié parlementaires, ainsi que des échanges de délégations entre les deux pays. Les deux parties ont également salué par la même occasion l'ouverture des ambassades dans les capitales des deux pays respectifs, exprimant leur satisfaction quant à la dynamique croissante des relations bilatérales fondées sur l'amitié et le respect mutuel. La Slovénie, qui a reconnu la Palestine comme un État indépendant le mois de juin dernier, demande une cessation immédiate de la guerre au Moyen-Orient. La Slovénie est un membre non permanent du Conseil de sécurité. La Slovénie défend fermement la paix mondiale et appuie la reconnaissance des résolutions des Nations Unies. La Slovénie demande une cessation immédiate de la guerre au Moyen-Orient. Nous sommes très préoccupés par ce qui se passe au Moyen-Orient et à Gaza. Nous continuons à condamner fermement les horreurs que les Palestiniens subissent. La Slovénie a reconnu la Palestine comme un État indépendant et le Parlement a approuvé cette décision. Le mois de juin à 22 h, le drapeau palestinien a été hissé devant l'Assemblée nationale de la Slovénie. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a participé ce dimanche à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des 77 plus Chine au siège des Nations Unies à New York. Il a appelé à une réforme globale du système financier et monétaire international afin de permettre aux pays en voie de développement de faire face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés, notamment la pauvreté. Je ne manque pas alors que notre rencontre coïncide avec le 60e anniversaire de la création de ce bloc. Permettez-moi de citer la charte historique de l'Algérie et sa fondation d'octobre 1964, qui est la charte qui a établi la fondation du groupe institutionnel 77. Déterminons ses objectifs stratégiques avec une vision pleine d'ambition et d'optimisme. À cette occasion, notre coalition porte des aspirations des populations mondiales et que nous nous efforçons à relever les défis, à leur tête l'élimination des différences dans le développement entre le Nord et le Sud, et gagner la bataille de la lutte contre la pauvreté et le traitement des charges de la dette et la réalisation des objectifs de développement durable de diverses manières et dimensions. Et c'est sur cette base que nous sommes appelés à mobiliser nos efforts afin de pousser la communauté internationale à un traitement plus important de la question qui pèse lourd sur les efforts de développement. Il s'agit du déficit dont le financement est estimé à 4 000 milliards de dollars selon l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement. Et de cette perspective, il est important que nous parlions d'une seule voix sur ce sujet dans les différents forums internationaux, notamment lors de la 4e conférence pour le financement du développement. On devrait aussi continuer à demander une réforme globale du système financier et monétaire international pour qu'il soit plus réactif aux défis économiques actuels, plus équitable et plus représentatif des pays en voie de développement, plus adapté aux programmes de développement approuvés au niveau régional et mondial. Ahmed Attaf a également eu ce dimanche à New York des entretiens bilatéraux avec le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang. À cette occasion, le ministre a exprimé sa fierté de voir une personnalité camerounaise et africaine présider l'Assemblée générale de l'ONU à sa session actuelle, lui assurant du plein soutien de l'Algérie en vue de s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées, notamment celles liées au renforcement du rôle du continent africain dans l'action internationale, multilatérale en général et au sein de l'ONU en particulier. Les deux parties ont également échangé les vues sur les perspectives de la contribution de l'Assemblée générale de l'ONU afin de permettre à l'Afrique de réaliser les priorités fixées pour la prochaine étape, à l'instar de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, la reconstruction des institutions financières et monétaires internationales et la mobilisation du financement international à même de concrétiser les objectifs de développement, de complémentarité et d'intégration définis dans l'agenda de l'Afrique 2063. Le
Le secrétariat national du Front Polisario a mis en garde contre la négligence des pratiques de l'État d'occupation marocain au niveau de l'Union africaine. Dans un communiqué couronnant les travaux de sa 5e session ordinaire dans la ville de Dakhla, le secrétariat national du Front Polisario a appelé l'Union africaine à imposer l'application des principes et objectifs de sa loi fondatrice, notamment le respect des frontières héritées de l'accession à l'indépendance et mettre fin au contrôle militaire illégitime de certaines parties du territoire de la République sahraoui. Le secrétariat national du Front Polisario a par ailleurs rappelé que l'Union européenne est tenue de respecter le droit international humanitaire et les décisions de la Cour européenne de justice à propos du Sahara occidental en s'abstenant de signer tout accord affectant ses terres, son espace aérien ou ses eaux territoriales avec l'État occupant marocain. En Tunisie, le président Kais Saïed a salué la position du Parlement en adoptant hier le projet de loi proposé par un groupe de députés visant à modifier certaines dispositions de la loi organique relative aux élections et au référendum. Kais Saïed a qualifié l'approbation de ce projet de loi portant uniquement sur les litiges électoraux, transférant la compétence d'une juridiction à une autre sans aborder les conditions de candidature, la campagne électorale ni le seuil électoral, comme ce fut le cas en 2019, de décisions historiques reflétant une profonde responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Par ailleurs, le président tunisien a réitéré la solidarité totale de la Tunisie avec la République libanaise, son soutien face à toutes les menaces qui visent sa sécurité et sa stabilité. À cet égard, il a appelé les parties tunisiennes concernées à coordonner rapidement avec leurs homologues libanaises pour évaluer leurs besoins médicaux et humanitaires afin de fournir l'aide nécessaire au peuple libanais frère. Et direction le Sénégal à présent. Souvenez-vous, dans une allocution à la télévision nationale, le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye, avait dissous le 12 septembre dernier l'Assemblée nationale et dans la foulée, il avait fixé au 17 novembre prochain l'organisation de nouvelles élections législatives anticipées tout en tentant de jouer la carte de l'apaisement. Iman Merad. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a confirmé que la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives anticipées du 19 novembre 2024 ne sera pas prolongée. Malgré les demandes des acteurs politiques, date fixée du 28 au 29 septembre de l'année en cours à minuit. En pleine préparation de ces législatives, prévues initialement le 31 juillet 2027, le gouvernement sénégalais tente d'apaiser le climat général dans le pays. Une deuxième réunion s'est tenue samedi dernier avec les représentants de la société civile, des partis politiques, opposition et pouvoir et le ministre de l'Intérieur. Des accords ont été trouvés notamment sur le report du délai de dépôt des listes des candidats, mais 2 autres points sont encore en suspens. Jean-Baptiste Tine a notamment salué l'engagement de la société civile et des partis politiques pour leur esprit de dialogue. Des 3 sujets abordés, un seul a fait l'objet d'accords. Le ministre sénégalais de l'Intérieur a souligné cependant qu'une confirmation de l'administration en charge des élections était nécessaire avant de crier victoire. Si vous allongez la durée des dépôts, ça veut dire que vous sortez les listes définitives après. Ça veut dire que l'on ne pourrait commencer l'impression qu'après. Ce sont des questions sur lesquelles nous allons travailler pour voir la faisabilité. Concernant les 2 autres points de discorde qui n'ont pas trouvé de consensus, Babacar Pa, membre du Forum du Justiciable, membre de la société civile, a mis sur la table de la discussion le bulletin unique. Lors des élections législatives, on aura un format en carte qui est beaucoup plus grand que le format que l'on utilise lors des élections présidentielles. Donc, ce que nous avons demandé, c'était pour essayer de faciliter l'impression des bulletins et amoindrir le coût, mais on n'a pas eu de consensus. Le casier judiciaire a également été au cœur des discussions. Il y a eu des inquiétudes qui ont été soulevées par rapport aux difficultés afin d'avoir un casier judiciaire. Certains acteurs ont proposé aujourd'hui que l'on élimine le casier judiciaire pour réclamer l'élection des 165 députés. Au total, 47 listes de coalitions ou partis sont annoncées, 165 sièges de députés sont à pourvoir, des élections majeures dans l'histoire du Sénégal.
Et avant de clore notre dossier africain, un mot de culture tombé de rideau sur les rencontres cinématographiques de Béjaïa. L'édition de cette année a été marquée par des moments forts, mais c'est aussi concentré sur des thèmes de grande importance, à l'instar des archives filmiques de la diaspora, mais aussi du dossier mémoriel et de sa transposition au cinéma, considéré comme un puissant vecteur. La création de contenu a également pris part lors des débats qui se sont tenus dans une atmosphère d'échange démocratique. Je vous propose justement d'écouter Sarah Belliman, créatrice de contenu franco-algérienne. Elle se concentre sur les sujets de l'histoire coloniale et de la mémoire, très méconnus de l'autre côté de la Méditerranée. La région de Béjaïa et étant très attachée. Alors moi j'ai créé Mezel Podcast il y a maintenant 2 ans, en 2022, quand il y a eu les 60 ans de l'indépendance algérienne, parce que je suis franco-algérienne, mes parents viennent d'Algérie, enfin ma mère et mes grands-parents paternels, et on m'a jamais appris à l'école l'histoire de la France et de l'Algérie, alors que ça en fait partie intégrante, et ça a été très peu transmis aussi dans ma famille, même si je passais tous mes étés dans les années 90 en Algérie, auprès de ma famille à Alger. Il y avait un énorme manque que je ressentais de mes connaissances justement de ma propre histoire, d'où je venais, de mes racines. Et quand je suis devenue adulte, à partir de 18 ans, j'ai commencé à beaucoup me documenter, à rencontrer des personnes, à apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai ressenti l'envie de transmettre à d'autres aussi cet héritage. En fait, c'est un héritage qui est extrêmement riche et complexe et qui fait aussi partie de la France, mais qu'on ne nous enseigne pas en France comme il se devrait. Donc voilà, j'ai jugé important d'en témoigner, de le célébrer aussi et de le partager au plus grand nombre. Tout autre chose à présent, de nombreuses personnes brandissant des drapeaux palestiniens et chypriotes ont manifesté pacifiquement devant la porte de la base militaire britannique de la Royal Air Force à Krotiri à Chypre, accusant le Royaume-Uni d'offrir un soutien tacite aux opérations sionistes en cours à Gaza et ailleurs. Δεν είναι όμως μόνο η τηρεί μια πολιτική ίσων αποστάσεων, η προτίμηση προς το Ισραήλ είναι εμφανής. Για την ειρήνη και την δικαιοσύνη. Εκ μέρους του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης, τελευταίους μήνες. Nous sommes venus ici pour protester concrètement contre la guerre en cours et contre l'intensification des efforts de guerre déployés par Israël dans le sud du Liban. Cependant, il s'agit d'un problème qui dure depuis 1 an et pas seulement depuis 1 an, notamment en ce qui concerne les bases britanniques à Chypre qui sont une question d'indépendance et de souveraineté pour la République chypriote. Conflit russo-ukrainien, au moins 11 personnes ont été blessées ce dimanche dans une série de bombardements russes sur Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine. D'après les services de secours ukrainiens, la capitale régionale a été pilonnée par plusieurs frappes aériennes massives à l'aube, selon les Ukrainiens. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis de nouveau en garde samedi les pays européens contre toute confrontation avec Moscou s'il poursuivait ce qu'il a qualifié d'aventure suicidaire aux côtés de l'Ukraine. L'Occident espère défaire la Russie en se servant du régime néo-nazi et illégitime de Kiev, mais il prépare d'ores et déjà l'Europe à se jeter dans une aventure suicidaire. L'Occident espère défaire la Russie en se servant du régime néo-nazi et illégitime de Kiev, mais il prépare d'ores et déjà l'Europe à se jeter dans une aventure suicidaire. Je ne parlerai pas ici de l'absurdité du danger de l'idée même d'essayer de se battre jusqu'à la victoire contre un État doté d'une puissance nucléaire, à savoir la Russie. Les violations flagrantes des droits des Russes inscrits dans la Constitution des Nations Unies, ainsi que les menaces pour la sécurité de la Russie et de l'ensemble de l'Europe émanant du régime de Kiev et de ceux qui l'entraînent dans l'OTAN, voilà la cause profonde de la crise ukrainienne. Les gardes-côtes chinois et russes ont récemment mené des exercices et des patrouilles conjoints dans l'océan Pacifique Nord. Les exercices impliquaient des inspections de navires de pêche opérant dans la région conformément à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans l'océan Pacifique Nord. Elle visait à maintenir l'ordre dans les zones de pêche en haute mer. Et en Autriche, après 5 ans d'un tandem inédit écolo-conservateur, l'extrême droite devrait revenir en force pour signer peut-être un succès historique aux législatives. Plus de 6 millions d'électeurs votent ce dimanche dans le pays.
Le chancelier autrichien conservateur Karl Nehammer s'est rendu aux urnes à Vienne pour les élections législatives. Chaque vote compte, dira le chancelier autrichien au sortir du bureau de vote. Une demande à tous ceux qui nous écoutent encore. Chaque vote compte. Il s'agit de savoir qui va gouverner. C'est de cela qu'il s'agira au cours des 5 prochaines années. Les gens ont de nombreuses préoccupations. C'est pourquoi je pense qu'il est important d'assurer la stabilité en tant que parti politiquement responsable et en tant que centre politique afin que les radicaux n'aient aucune chance. Des bateaux de patrouille et des hélicoptères ont repris leurs recherches pour tenter de retrouver environ 48 migrants disparus depuis que leur bateau a coulé près de l'île espagnole d'El Hierro, dans ce qui menace d'être l'incident le plus meurtrier en 30 ans de traversée de l'Afrique vers les îles Canaries. 9 personnes, dont un enfant, sont mortes après le naufrage du bateau aux premières heures de samedi matin. Comme l'a dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les mécanismes de transfert de mineurs vers d'autres régions d'Europe peuvent être activés. Nous demandons donc au gouvernement espagnol de les activer pour que nous puissions réellement faire face à cette crise humanitaire que traversent les îles Canaries, dont le point culminant a été hier. Si toutes les prédictions de ceux qui étaient dans ce bateau se réalisent, ce serait la crise la plus grave, la plus dramatique que nous ayons connue aux Canaries au cours des 30 dernières années. Direction le Royaume-Uni, à présent à Londres et plus précisément au centre commercial de Lewisham. Dans le sud-est du pays, une entreprise à but non lucratif a été fondée il y a 2 ans. Elle s'occupe de la formation d'anciens détenus à la réparation de vélos, une initiative destinée à réduire la récidive et l'engorgement des prisons britanniques. Un programme qui commence à porter ses fruits, comme nous l'explique Maria Chouillard. Libéré en juillet après avoir purgé une peine de 2 ans pour coups et blessures, ce trentenaire qui a déjà fait 3 passages en prison s'est trouvé un passe-temps qui le tient occupé et l'empêche de replonger dans la criminalité. La formation de Xobikes qui permet aux participants sélectionnés de travailler sur des vélos de particuliers, des entreprises et même de la métropolitaine. Ils démontent, nettoient, réparent, puis vendent sur le site internet de l'association ou dans ses 2 magasins. J'adore, c'est une très bonne chose pour moi. Sans cela, je me tournerais probablement de nouveau vers la criminalité. Vous voyez ce que je veux dire? Cela m'a permis de ne pas tomber dans la criminalité. La réinsertion professionnelle de personnes ayant connu le milieu carcéral est difficile, surtout qu'elles sont très souvent déconnectées de l'emploi. D'ailleurs, à leur sortie de prison, les recruteurs ne veulent pas d'eux. Raison pour laquelle Steve Jones a pensé à fonder cet atelier en mars 2022, afin de réinsérer ces récidivistes. Nous ne sommes pas une entreprise de vélo. Nous nous appelons XO Bikes. Mais ce n'est pas un business de vélo, c'est un business de mec. Notre produit est un homme qui ne retourne pas en prison. Il s'agira d'une routine, d'une camaraderie, d'un soutien, d'un encouragement, d'un accompagnement, d'une compétence, d'une affirmation que vous avez votre place de ce côté de la rue. Vous n'êtes pas obligé de retourner en prison. Vous savez, vous avez des options parce que beaucoup de gars, comme je l'ai dit, retournent à la criminalité. Ils ne sortent pas pour commettre des crimes, ils veulent avoir une vie paisible. La méthode de réinsertion par le travail et avec l'accompagnement adapté semble bien faire ses preuves. Les employés de Xobikes peuvent continuer à travailler dans cet atelier s'ils le désirent et gagner 31 000 € par an. Sinon, pour ceux qui ont d'autres projets à venir, ils pourront postuler ailleurs en faisant valoir leurs nouvelles compétences acquises au sein de cet atelier. Le produit, d'un homme qui ne retournera pas en prison. Et l'ouragan Hélène de catégorie 4 sur une échelle de 5 sévit aux États-Unis depuis ce jeudi avec des vents mesurés à 225 km/h, bilan 63 morts et des chiffres qui risquent d'être revus à la hausse durant les prochaines heures.
J'ai transformé mon marché de fruits de mer en centre de dons et nous allons tout récupérer. Peu importe ce que vous avez, que ce soit des générateurs ou du Pepsi Cola, un morceau de bois ou une bouteille d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes là pour tout récupérer, car je n'ai jamais vu autant de sans-abri que ce que j'ai vu en ce moment. Pas dans ma communauté. Nous pouvons nous unir et nous reviendrons. Cette fois, ça va nous prendre un peu plus de temps, mais nous reviendrons. Je ne sais pas encore, je me sens impuissante, honnêtement. Alors, je fais juste ce que je peux faire et ça signifie beaucoup pour moi. Je suis née, j'ai grandi ici, vous savez, et je suis toujours là parce que j'aime ces gens. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui pensent qu'elles n'ont nulle part où aller. J'ai vu des gens de l'autre côté de la rue dans leur camping-car et tout ça, c'est juste le vide. Ils font ce qu'ils peuvent. D'autres ont dit qu'ils dormaient dans leur voiture. Il y a des gens partout. Comment gérer cela? Et oui, nous pouvons paniquer et avoir peur, pleurer et pleurer, mais nous rebondissons toujours et c'est le cas de nous tous ici. Nous sommes forts et c'est tout. Je suis fière de mon État. Et le bilan des victimes des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes au Népal, revu à la hausse également. Au moins 148 personnes sont mortes et 59 autres sont portées disparues selon les derniers chiffres. Nous nous étions enfuis la dernière fois, mais il ne s'était rien passé. Mais cette fois-ci, toutes les maisons étaient inondées. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau montait, nous avons dû couper le toit et sortir. Nous avons sauté d'un toit à l'autre et avons finalement atteint une maison en béton. Nous pensions que l'inondation n'atteindrait pas notre dernier étage, comme cela avait été le cas plusieurs fois auparavant. Nous restions donc confiants sur le toit quand soudain l'eau s'est engouffrée dans la brèche. Le rez-de-chaussée était complètement inondé et l'eau montait jusqu'au deuxième étage. Le bilan du glissement de terrain survenu dans une mine d'or illégale en Indonésie a lui aussi alourdi, passant de 11 à 13 morts alors que les recherches sont désormais terminées. Il a plu jeudi. La pluie a commencé vers midi. L'exploitation minière a repris vers 5 heures de l'après-midi. Il y avait 23 personnes dans les mines à ce moment-là. Nous venions d'entamer le deuxième tour avec environ 2 paniers à l'extérieur. Soudain, un ami situé derrière nous a crié « Attention, glissement de terrain !» Mais avant que je puisse me retourner, le sol s'est effondré. La dernière victime a été retrouvée décédée et évacuée vers le poste de secours. Le nombre total de victimes est maintenant de 25, dont 13 morts confirmés et 12 survivants. Et du tennis, avant de clore cette édition, Carlos Alcaraz n'a pas traîné ce dimanche en soirée à Pékin pour se hisser en quart de finale de l'ATP Pékin. Le numéro 3 mondial a expédié Talon Griesport en seulement 56 minutes. 6-1, 6-2, il affrontera Karen Khachanov pour une place dans le dernier carré. L'Espagnol qui semble avoir retrouvé du peps après son gros coup de moins bien à l'US Open. Yeah, first set, Alcaraz.
Et voilà, c'est sur ces images qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.